Épisode du lundi 20 novembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et vous écoutez F1 Podcast que pour vous menu aujourd'hui. Retour sur le week-end de course dans la ville du Vice. Réponse à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel F1 Podcast en un mot en commercial gmail.com. Mais pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de FSR Team, la Friendsim Racing qui disputait la manche numéro 5 de son championnat avec l'Académie, la relève de l'écurie qui s'est illustrée une fois de plus avec Matthew Brower qui a signé une première position en course sprint et Mathieu Dion a une fois de plus démontré toute sa constance en signant un doublé à 2 reprises et la montée sur la deuxième marche du podium. En division 4 ainsi que division 2, c'est Étienne Durand qui s'est souligné avec une 3e place et Steve Morin aussi une 3e place, les deux dans leur course sprint respective. La Friendsim Racing FSR Team vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de participer à de nombreux concours et ne rien manquer de l'action qui reprendra mardi sur la chaîne YouTube du GTCQ TV. Dans l'actualité, ce qui a continué de retenir l'attention, eh bien, c'est la pénalité jugée par plusieurs et avec raison non justifiée de Carlos Sainz au Grand Prix de Las Vegas. Si vous vous en rappelez, eh bien, vendredi, il a heurté un couvert de canalisation qui avait été mal fixé au sol. Donc, à ce moment-là, avec l'aspiration des voitures, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, le système aérodynamique des Formule 1 est avec l'effet de sol. Donc, c'est des véritables balayeuses. Et même, je pourrais dire qu'avec les anciens fonctionnements des voitures, sûrement que ça aurait causé les mêmes problèmes. Il a toujours fallu qu'on vienne souder ces fameuses bouches de canal-là pour être sûr que des situations comme on a vécu vendredi ne se produisent pas. Eh bien, oui, Sainz a été pénalisé, ça a causé de sérieux dommages sur sa Ferrari SF23. Donc, à ce moment-là, bien, c'est sûr que les autres n'étaient pas contents, mais ça aussi, il y a aussi d'autres pilotes qui s'en sont mêlés, qui n'étaient pas vraiment contents de voir Carlos Sainz être pénalisé. Il y a aussi des directeurs d'écurie, dont Zach Brown, qui disait chez McLaren que lui, il trouvait ça un peu décevant qu'on n'a pas fait preuve de plus d'esprit sportif envers les équipes pour tenter d'épargner cette pénalité-là au pilote espagnol, au numéro 55 de la Scuderia. Eh bien, ce qui ouvre un peu ce débat-là, c'est que c'est David Croft, qui est le commentateur pour le réseau Sky Sports, qui a souligné que supposément que la FIA aurait fait le tour des écuries afin de demander un allègement. Du côté de Mercedes, eh bien, c'est Ted Kravitz qui les a rencontrés, qui leur a demandé la question à l'effet si jamais c'était eux qui s'étaient opposés à ça, parce que c'était ce que David Croft voulait apporter comme point, c'est qu'une écurie se serait opposée à ce qu'on allège les règlements pour éviter une pénalité à Carlos Sainz. Donc, on a même tenté de négocier pour voir si on pouvait pas diminuer la pénalité là, à moins de peut-être de 2 places sur la grille, 3 places sur la grille, mais supposément qu'on se serait fait fermer la porte. Mais du côté de Mercedes, on dit que non, les règlements sont les règlements, que même si c'est pas votre faute ou la faute de l'écurie, ben la pénalité suit le pilote et que le règlement est écrit tel quel, et on mentionne qu'il n'y avait pas de clause pour un allègement. Donc on s'est pas prononcé à dire non ou à dire oui. Sauf que la réponse a quand même continué à faire discuter dans les paddocks, parce qu'on a eu justement Zach Brown qui disait que lui, il trouvait ça décevant qu'on n'a pas fait preuve de plus d'effets sportifs, d'esprit sportif. Donc, est-ce que c'est que lui, c'était sa façon de mentionner que un écurie avait dit non? Il a même pris le temps de dire que chez McLaren, on soutenait Ferrari à ce qu'on évite cette pénalisation-là. Donc, le fait que lui, il ait jusqu'à mentionner ça, ben, ça soulève encore le point que possiblement la FIA aurait fait le tour et aurait sondé les écuries à cet effet-là. Il y a aussi Max Verstappen qui s'est fait poser la question puis que lui a enchaîné en disant qu'il trouvait ça déraisonnable que les écuries aient un vote avec ça. Donc les écuries sont en compétition avec la personne qui pourrait être pénalisée, mais à ce moment-là, selon lui, c'est sûr que l'écurie va toujours voter en faveur que la pénalité se maintienne. Pour vous remettre en perspective, il y avait 20 points de différence qui séparaient Ferrari de Mercedes au début du week-end. Donc, c'est normal qu'on pourrait
être tenté de vouloir se réjouir de ce type de pénalité-là, parce que ça nous donne quand même un avantage, surtout que on sait que on a Lewis Hamilton qui part loin. On ne le savait pas au moment qu'on s'est fait demander ça, mais quand on revoit la situation, on se dit que d'avoir Sainz et Hamilton qui part en fond de grille, ben, ça vient un peu niveler ça, que si on avait réussi à avoir nos deux Mercedes à l'avant, on aurait pu aller chercher un avantage significatif sur notre adversaire direct au championnat. Donc, de ce moment-là, ben, le triple champion, Verstappen, lui mentionne qu'on devrait mettre une clause pour que les allègements deviennent disponibles, puis on devrait aussi éviter de faire voter une écurie qui est opposée au championnat à la personne qui voudrait recevoir ce type d'allègement-là de la part de la FIA. Donc, on n'a pas vraiment démêlé l'histoire. Il y a toujours des rumeurs. Vous pouvez vous faire, je vous balance ça, vous pouvez vous faire votre opinion que vous voulez. Est-ce que Mercedes a bel et bien bloqué Carlos Sainz et Ferrari? Est-ce qu'on est la raison pourquoi la pénalité a été maintenue? Est-ce que les autres écuries disent vrai, donc de la part de Zak Brown ou de la part de Red Bull, comme quoi que la question aurait bel et bien été demandée et qu'on était en faveur d'un allègement? Est-ce que c'est Mercedes qui dit vrai de dire que non, il n'y a pas de possibilité, on s'est pas fait demander ça? Donc on réussira jamais vraiment peut-être à aller au fond de l'histoire, mais c'est à vous, avec l'information, de vous faire une idée avec ça. Je pense que on peut dire d'une certaine façon que c'est peut-être de bonne guerre que Mercedes ne voulait pas aider Ferrari, mais en même temps, on peut comprendre le point de Zak Brown de dire que dans certains cas, on espère des fois que l'esprit sportif va passer avant la compétition. Pour ce qui est encore de Red Bull côté développement, eh bien, on a eu des informations à l'effet que la RB20, c'est sans surprise, là, sera une continuité de la RB19. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas décidé d'aller dans cette lignée-là. Là. On a tellement de succès avec la RB19, on peut le dire sans cachette qu'il n'y a aucune écurie qui a réussi encore à vraiment percer le secret et être capable d'emmener une compétition sur une course au complet à la RB20 de Red Bull ou à la RB19 plutôt de Red Bull. Donc, je ne vois pas pourquoi on continuerait pas dans cette lignée-là, mais c'est ce qu'on a tout de même confirmé, qu'on continuait le même concept et qu'on continuait de faire des avancées. Donc, depuis déjà la pause estivale en Formule 1, ben, qu'on se concentre sur la voiture de 2024. Donc, ça devrait être intéressant de voir jusqu'à où on est capable de pousser la voiture encore ou de pousser l'évolution de ces nouveaux concepts-là, de ces nouveaux règlements-là à effet de sol en Formule 1 du côté de AJ Newey qui est au travail depuis déjà longtemps à penser à ce modèle 2024-là. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles pour les adversaires de voir que Red Bull se concentre à pousser cette voiture-là encore plus loin? Non, on s'en est pas des bonnes parce que, comme on le mentionne déjà, on n'a pas déjà réussi à trouver de solution à la RB19. Donc, ça va être intéressant de voir. Mais du côté de McLaren, nous, on mentionne, du côté de Zak Brown, lui mentionnait qu'on a déjà commencé à travailler depuis un certain temps sur notre voiture de 2024. Il dit que ça va être intéressant de voir parce qu'on a débuté sans les nouvelles technologies. Vous savez, on a inauguré un nouveau tunnel de soufflerie. On a aussi des nouveaux simulateurs à la fine pointe de la technologie, mais ça n'a pas servi à 100% à faire la voiture de 2024. Donc, selon Zak Brown, il a réitéré ce qu'il avait déjà mentionné il y a quelques mois, que l'objectif chez McLaren, c'est vraiment la 2025. Donc, la version 2025, parce que c'est à ce moment-là que cette voiture-là va avoir été conçue à 100% avec les nouveaux éléments mis à notre disposition, ainsi que les nouveaux employés. On a des nouveaux venus là, qui vont rejoindre le groupe. Il se disait justement impatient de pouvoir travailler avec justement comme Robert Marshall qui était anciennement chez Red Bull, qui s'occupait de la division groupe motopropulseur. Donc, il a vraiment hâte de le voir arriver chez McLaren. Ça va être à compter de janvier. Donc, il ne pourra pas nécessairement contribuer à part entière au modèle 2024, mais il pourra certainement terminer le travail ou valider ce qu'on a déjà en place pour la prochaine saison et aider le développement tout au cours de la saison en préparation pour 2025. C'est ce qui conclut l'actualité pour l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, passons au week-end de course à Las Vegas. Pour une première fois en plus de 40 ans, eh bien, c'était le temps de passer à l'action à Las Vegas pour un Grand Prix de Formule 1. Donc, on commençait avec les qualifications du samedi. Est-ce que ça nous a donné un bon spectacle? On était sous notre appétit avec ce qu'on avait vécu lors de la nuit et de la matinée. On peut dire que ça s'est tellement étiré loin de vendredi lors des essais libres. Donc, on était un peu impatient de voir ce que ça allait nous réserver du côté qualification. Je peux dire qu'on a eu le droit à une bonne séance, mais rien de plus. On a pu constater la vitesse incroyable du circuit, dont le dernier virage qui est
possiblement l'un de mes virages favoris maintenant en Formule 1. Il y en a plusieurs, là, mais il s'est ajouté à la liste car c'est très impressionnant de voir les Formule 1 arriver là. J'ai été un peu déçu, par exemple, de la redistribution à la télévision. Donc, les séquences de caméra qui étaient choisies pour nous montrer l'action, souvent, on n'était pas encore parfait vraiment sur ce qu'on nous montrait les images. Donc, j'espérais que cette qualification-là serve peut-être de pratique pour nous donner les meilleures images durant la course. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a eu quand même une compétition serrée pour la position de tête. Les Ferrari étaient très dominants, un peu comme à Bakou. Si vous en rappelez, c'était Charles Leclerc qui avait été le plus rapide lors des qualifications. C'est peut-être le moment où on a vraiment vu une différence ou un avantage le plus net entre Ferrari et Red Bull au cours de la saison. Donc, on s'attendait que cette possibilité-là peut se représenter à nouveau, un peu comme à Monza aussi. Monza, on avait vu en qualification que du côté de la Ferrari, selon les spécifications, comment qu'on prépare la voiture pour un circuit comme ça, qui a des grandes lignes droites où on a besoin d'un peu moins d'appui aérodynamique. La Ferrari a vraiment tendance à prendre vie et à vraiment sortir le meilleur sur un tour donné. Pas nécessairement en course, mais sur un tour donné, on est plus rapide que la Red Bull et on est pratiquement égal en frais de vitesse de pointe dans la ligne droite. Donc, c'est ce qui vient un peu resserrer le jeu. Qu'est-ce qui fait que Ferrari avait peut-être un avantage lors du week-end à Las Vegas? Mais les températures pouvaient venir aider. Une des reproches qu'on peut faire à la SF23 depuis le début de la saison et même depuis plusieurs années en Formule 1, c'est le fait qu'elle est très dure sur les pneus. Donc, on vient à chaque moment, à chaque Grand Prix, on vient quelque peu avoir des problèmes à contrôler l'usure sur nos gommes pneumatiques. Donc, à ce moment-là, quand on est sur un circuit donc qui est pratiquement inexistant, le seul ennemi qu'on pouvait avoir, c'est que si on n'est pas capable de mettre les pneus dans la bonne plage de température, à ce moment-là, on peut faire un effet contraire et on peut commencer à user les gommes prématurément aussi. Ça ne semblait pas être le cas. On semblait être capable, lors des qualifications du moins, une fois qu'on réussissait à les monter en température, on était capable de les garder sur un tour complet et vraiment extraire le maximum, donc aller chercher beaucoup de vitesse. Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on pouvait voir que Ferrari était capable de se démarquer un peu plus parce que à plusieurs Grands Prix au cours de la saison, on a même pu voir que sur un tour donné, les Ferrari pouvaient avoir des bons temps dans le premier secteur, deuxième secteur, mais rendu au troisième secteur, on avait déjà endommagé nos pneus, donc on se commençait à perdre considérablement de temps. Donc c'est à ce moment-là qu'il faisait la petite différence là. Vous savez, à quelques dixièmes près, ça peut avoir un gros impact entre une première position ou peut-être être relégué en quatrième, cinquième position. Donc c'est ce qui arrivait à quelques fois lors de la saison quand on se présentait sur d'autres circuits, mais à Vegas, ce n'était pas le cas. Donc Charles Leclerc, toujours très téméraire en qualification, probablement un des meilleurs pilotes de la grille, justement, quand vient le temps de faire un tour donné comme ça le samedi. Donc, c'est lui qui a décroché la pole devant Carlos Sainz. Malheur pour Carlos Sainz, on se rappellera, on en a parlé en début d'émission aussi, cette pénalité-là qui l'a frappé lors de la journée de vendredi, bien contre lui, c'était vraiment de la malchance, mais il s'est venu un peu ajouter à la douleur de voir qu'il avait des chances même d'avoir la pole il était en compétition contre son coéquipier Charles Leclerc, il s'est qualifié deuxième et il savait qu'il n'aurait pas la chance de s'élancer derrière son coéquipier lors de dimanche à cause que la pénalité allait rentrer en vigueur avant le Grand Prix. Donc, Verstappen, lui, troisième, Russell, quatrième, Gasly, cinquième. Performance surprenante. On sait chez Alpine, on a des problèmes de puissance moteur. On a demandé un allègement à la FIA qu'on n'a pas reçu. On voulait être capable de régler ce déficit-là, qu'on avance, qui serait de 30 HP. On n'a toujours pas ces preuves-là, mais du moins, on réussit. Ça paraît pas à tous les week-ends qu'on a un déficit côté performance. Je sais que du côté d'Alpine, on a travaillé beaucoup sur ce qui est la traînée. Donc, on a voulu rendre notre voiture vraiment être capable de percer le vent, donc de faire aucune restriction dans le vent. On a vraiment misé là-dessus. On s'est dit, on n'a pas la puissance moteur, donc on va s'arranger pour avoir une des voitures qui est le plus aérodynamique possible. Et ça semble porter fruit parce que sur un circuit, justement, avec des grandes lignes droites très rapides, moi, je m'attendais pas nécessairement à voir les Alpines être capables de sortir une performance, du moins pas de se retrouver cinquième pour le départ de dimanche. Par contre, du côté de Williams, on avait eu beaucoup de succès sur ce type de circuit-là. Les grandes lignes droites, on est très rapide en grandes lignes droites. Aussi, quand on a on n'a pas nécessairement les problèmes de pneus, un peu comme chez Ferrari. Donc, on réussit normalement à être très compétitif et c'est ce qu'ils nous ont montré avec Albon, une 6e place et une super 7e place de Logan Sargent. Lui qui connaît le pilote américain, connaît une saison difficile, c'est son année recrue. James Vaz avait encore
encore une fois des beaux mots pour lui. C'est vraiment James Vowles, là, le directeur d'écurie de Williams. Il est peut-être mon coup de cœur de la saison chez les directeurs généraux. Il avait vraiment réussi à amener une structure à cette écurie-là, Williams. Il arrive de chez Mercedes et je trouve qu'il amène beaucoup de leadership. À la place il prend une belle approche avec Logan Sargent d'essayer de lui enlever le plus de pression possible. Il a aussi pris le temps d'expliquer qu'ils ont créé une nouvelle façon de travailler avec lui. Donc, Alex Albon, ce qui est assez rare de voir en Formule 1. Oui, on dit souvent que c'est un travail d'équipe, les pilotes sont des coéquipiers, mais c'est très rare qu'un coéquipier va travailler en collaboration avec son pilote quand vient le temps de donner des réglages pour un week-end ou d'aider justement à trouver les bonnes façons de préparer sa voiture pour en extraire le maximum, autant lors des qualifications d'un Grand Prix. Mais du côté d'Alex Albon, on lui a demandé de faire ça, il le fait avec plaisir. Il sert vraiment de mentor ou de coach, si vous voulez dire, à Logan Sargent. Donc, il travaille avec lui entre chaque événement de Formule 1. Donc, aussitôt qu'on termine les séances, la première séance d'essai libre, les deux vont s'asseoir ensemble, ils discutent. Ils regardent des reprises vidéo. Même chose pour la séance 2, les qualifications. Donc, c'est ce que James Vowles mentionnait, qu'il doit saluer le travail d'Alex Albon, qui aide vraiment Logan Sargent à mieux comprendre comment un week-end de course fonctionne, comment appréhender un circuit, quoi évaluer, comment préparer sa voiture aussi, parce que ça, c'est tout, quand t'as pas d'expérience en Formule 1, ou même, il y en avait en course automobile, mais quand c'est ta première saison, puis t'as pas eu nécessairement beaucoup d'essais libres, comme Vowles mentionnait justement que c'est juste à Bahreïn, ben t'as pas tous ces côtés-là de savoir comment tu gères ça. À chaque week-end, c'est nouveau, les voitures évoluent en cours de saison, il arrive sur des circuits qui n'ont jamais été, donc tout ça ensemble, c'est pas évident pour un pilote recru. Donc, d'avoir un gars comme Alex Albon qui a passé à travers de ça depuis, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en Formule 1, donc c'est encore frais pour lui. Quel genre d'adaptation, qu'est-ce qu'un jeune pilote peut avoir besoin pour avoir une meilleure acclimatation. Donc, c'est du beau travail d'équipe de la part de Williams. Donc, je voulais vous le souligner aussi. Je trouve ça intéressant de leur part. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas vraiment coutume de voir ça en Formule 1. Là. C'est très rare que on va voir surtout un pilote qui est assez vétéran comme Albon. Je dis vétéran là, entre parenthèses, là, mais il est déjà à quelques saisons en Formule 1. De vouloir fournir cet aide-là à Sargent, ben c'est chapeau à lui. Je suis pas surpris, par exemple, parce que ça a l'air d'être dans sa personnalité, mais il faut quand même le reconnaître que c'est du bon travail. Puis ça vient servir aussi l'écurie Williams d'avoir deux bonnes voitures qui sont capables de compétitionner. Puis on est dans une compétition au championnat aussi, avec on avait AlphaTauri qui se rapprochait, on a Alfa Romeo aussi qui est derrière, puis on a Haas qui a quand même une certaine distance, mais fallait pas jouer avec faut pas trop jouer avec le feu du côté de Williams. Si on connaît deux mauvais derniers week-ends à la saison, ben on pourrait se retrouver à dégringoler le classement assez rapidement. Donc, on veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on prend toutes les mesures possibles pour continuer la progression de l'écurie. Donc, 6e, 7e pour eux autres. Très, très beau week-end. 8e pour Bottas. 9e pour Magnussen. Magnussen qui roulait la nouvelle version de la voiture. Puis, on en avait parlé dans l'épisode de vendredi. Hülkenberg avait demandé à l'écurie de retourner à l'ancienne conception. Donc, il ne roulait pas avec la version B. Il roule avec la version qui est plus empruntée à la culture de design Ferrari, et Magnussen empruntait ce qui est plus inspiré d'un design de la Red Bull. Donc, on a vu pendant les qualifications, à un certain moment, ça avait l'air prêt. Aussi, ce qui aidait les Haas à être rapides, c'est la même situation que j'expliquais avec Williams, mais surtout avec Ferrari. C'est une voiture, la Haas, qui vraiment est très, très dure sur ses pneus. Donc, normalement, on fait monter la température rapidement dans les gommes, ce qui vient souvent excéder la température, la plage de température qui est recommandée. Donc, ça vient user les pneus de façon prématurée. Donc, on n'avait pas cette situation-là à Las Vegas, sauf que d'être capable de monter les températures, les gommes plus rapidement en température, ben, c'était un avantage dans une place qui était aussi froide, pendant que certaines équipes essayait de par tous les moyens de trouver la façon vraiment d'aller chercher, de générer de la chaleur dans nos gommes. Ben, on n'avait pas ce problème-là chez Haas, parce que normalement, c'est un des défauts de la voiture, mais qui nous rendait service sur un circuit comme celui de Vegas. Donc, Alonso, lui, était derrière Magnussen, 10e, Hamilton, 11e, 12e, Perez s'est fait éliminer encore une fois avant la Q3. On l'a sorti beaucoup trop vite. On pensait qu'on était en sécurité du côté de Red Bull, donc on l'a pas renvoyé en piste. Mais la
la situation justement du circuit a continué de s'améliorer, de donner des circonstances ou des conditions plus rapides pour les voitures. Donc, on a réussi à le détrôner et le repousser sous l'élimination. Donc, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu continuer jusqu'en Q3. Du côté de Hülkenberg, on le mentionnait, lui qui roule avec la vieille version, ben, il s'est qualifié 13e, Stroll 14e. Stroll était déjà frappé avant même que les qualifications commencent. Il avait fait un dépassement sur le double drapeau jaune lors de la séance d'essai libre numéro 3. Donc, il était, normalement, c'est sans équivoque, là, les doubles drapeaux jaunes, c'est une façon vraiment de dire, attention, il y a un danger qui est près de vous. Ça pourrait même occuper de la place sur la piste. Vous pourriez avoir un endroit restreint pour passer. Donc, de compléter un dépassement dans une section qui est double jaune, ben, c'est vraiment contre le règlement. Donc, à ce moment-là, on n'a pas hésité à sévir du côté des commissaires. Pour Ricardo, bien lui, c'est 15e dans la AlphaTauri, 16e pour Norris. On expliquait la situation tantôt. Encore une fois, tout ce rapport aux gommes. Mais du côté de chez McLaren, on a une voiture qui est pas difficile sur nos pneus. Donc, à ce moment-là, on a eu cette difficulté-là d'être capable d'aller chercher de la température, de la performance. On a aussi eu le problème que dans les virages lents, on dit que c'est le défaut de cette voiture-là. On est très, très rapide, normalement, dans des enchaînements de virages. On l'a vu, si vous vous rappelez, à Silverstone, la McLaren avait été très bonne, peut-être un de leurs meilleurs week-ends. Donc, sur un circuit comme Vegas, les grandes lignes droites, on n'aime pas vraiment ça. Puis on n'aime pas non plus les virages lents. Donc, on aime un circuit rapide, mais avec des enchaînements rapides aussi, ce qui n'était pas le cas pour le week-end aux États-Unis. Donc, ça a causé beaucoup de maux de tête à l'écurie McLaren. Ocon, 17e, c'était pas sa meilleure journée. Joe, 18e dans sa Alfa Romeo. Piastri aussi a eu énormément de difficultés, comme son coéquipier Norris. Tsunoda, 20e, qui lui aussi a eu une journée à oublier. Et c'est ce qui résumait la journée de samedi. Maintenant, passons au Grand Prix de dimanche. Eh bien, dans la nuit de samedi à dimanche, c'était le temps de passer à l'action sur la strip de Vegas. Si on dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, eh bien, c'est probablement la même chose pour un Grand Prix de Formule 1. Il ne faut pas juger le Grand Prix par le tracé du circuit, parce que si on était très sceptique au spectacle que Vegas allait pouvoir nous réserver, eh bien, on a tous été confondus parce que c'était une des meilleures courses, si c'est pas la meilleure course de l'année. Énormément d'action, beaucoup de rapidité, un circuit qui est aussi où on sent le danger. Là. Chaque pilote qui voulait tenter un dépassement, bien c'était risqué. Non seulement risqué parce que le circuit est neuf, on n'a pas beaucoup d'adhérence, il y a les températures qui viennent jouer là-dedans aussi. Il y avait beaucoup aussi d'improvisation et d'inconnus. On savait pas comment les voitures allaient réagir à long terme, on savait pas comment les gommes allaient réagir. Donc, il y avait un peu tout ça qui rentrait, qui faisait un mix pour avoir un bon spectacle. Et bien, c'est ce qu'on a eu. Je pense que vous avez été pratiquement unanime à apprécier le Grand Prix. On avait Max Verstappen tout au long du week-end qui avait critiqué un peu le tracé. Il avait rappelé même comme quoi que lui, pour lui, il aime mieux les courses. Il est un puriste, donc il aime mieux les courses qui sont comme sur des circuits mythiques, comme Spa-Francorchamps, Silverstone. Donc, pour lui, d'aller sur des circuits comme ça, il a aussi mentionné que il voulait avoir des partisans qui sont éduqués à la Formule 1, donc peut-être de mettre plus de temps du côté de Liberty Media à apprendre les gens sur le sport afin de savoir c'est quoi l'enjeu lors d'un week-end de course pour les pilotes et pour les écuries, plutôt que d'avoir juste un endroit où aller faire le party, prendre de l'alcool. Donc c'était son opinion à lui qu'on a entendu tout au long du week-end. Il y a aussi Fernando Alonso qui a mentionné que selon lui, ce n'est pas un circuit pour les Formule 1 à cause des virages lents. Selon lui, une Formule 1 n'est pas faite pour aller à ces vitesses-là. Donc, ces deux pilotes-là, qui sont souvent pareils dans leurs opinions, étaient un peu contre le Grand Prix. Sauf que, on est forcé d'admettre que si on était d'accord avec Verstappen, qu'il fallait plus peut-être revenir à Vegas, ou fallait éliminer ce genre de circuit-là dans le calendrier de la Formule 1, ben ça a pris une cinquantaine de tours, ou peut-être même moins que ça, pour nous changer d'idée, puis dire qu'on était bien content que la Formule 1 était signée pour 10 ans aux États-Unis sur ce circuit-là, dans la ville du Vice, parce que, comme je le disais, ça a été un spectacle incroyable, et même Verstappen a probablement changé d'idée parce qu'il a mentionné à la fin du Grand Prix qu'il avait très hâte de retourner là-bas afin de compétitionner dans les prochaines saisons. Donc, ça va être intéressant à suivre. Est-ce que c'est le résultat qui a fait changer d'idée ou c'est plutôt le fait qu'il a réalisé que c'était intéressant pour les pilotes tout au long de la course et surtout
on a eu droit à des beaux dépassements, on a eu droit à de l'action. Je peux dire aussi que tout au long de la course, on savait pas nécessairement qui allait gagner. On a eu des rebondissements. Tout le monde avait encore une possible chance. On est tellement proche d'une voiture de sécurité. Faut un petit dépassement raté ou juste pour dire qu'on s'aventure à l'extérieur de la ligne de course, mais on peut rouler sur des saletés puis perdre le contrôle puis aller frapper les murs. Les murs arrivent très vite. Vous pouvez le demander à Lando Norris. Il s'en est rendu compte assez tôt dans l'épreuve. Ça a été un des premiers pilotes, un des premiers pilotes à sortir parce que sa collision a été vraiment solide. Là. Il a même été forcé d'aller à l'hôpital pour des raisons de précaution, mais plus de peur que de mal. Finalement, il est correct pour Lando Norris. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, avant même que la course commence, il y a eu une épreuve, dans le fond, quelque chose qui est venu changer un peu les prévisions pour le départ. C'est que lors vous connaissez les fameuses parades là, qu'on fait avec les pilotes dans des voitures antiques. Là. On fait ça tout au long, partout sur le calendrier de la Formule 1, dont à Montréal. Vous allez voir les pilotes embarquer à bord de vieilles voitures et saluer la foule tout autour du circuit avant que le Grand Prix commence. Mais quand on a voulu faire ça à Vegas, il y a une des voitures qui participait à cette parade-là qui a eu un bris mécanique, qui a déversé de l'huile partout sur la ligne gauche de la grille de départ. Donc, toutes les voitures qui s'est lancée à gauche, mais étaient obligées de passer à travers une couche d'huile qui était restée sur le circuit. Quand même qu'on a essayé de nettoyer ça du mieux possible. Déjà qu'en plus, c'est un asphalte neuf, on a déjà les produits, des produits qui servent à faire l'asphalte, donc les produits toxiques, les produits chimiques qui remontent à la surface et qui viennent faire cette couche wheelers-là sur le dessus de l'asphalte. À ce moment-là, c'est venu rajouter à ça avec la voiture qui a décidé, malheureusement pour lui, pour le propriétaire de cette voiture-là, mais qui a découlé tout son huile sur la ligne gauche de la grille. Donc à ce moment-là, tous les pilotes qui s'élançaient de la gauche étaient un peu désavantagés. Est-ce que ça l'a causé ce qu'on a pu voir au départ? Je pense que ça l'a nécessairement contribué. Quand je vous dis ce qu'on a vu au départ, c'est que lors du premier virage, Verstappen a pas complété son virage. Il a réussi à déborder sur Leclerc, qui avait déjà beaucoup de difficultés à compléter le virage lui aussi. Donc à ce moment-là, il l'a forcé hors piste. Ça l'a aidé à prendre la première place. Mais alors après ça, aussitôt qu'on a vu ça et qu'on s'est posé la question, on dit que non, il a donc pris large, mais on a vu qu'à l'arrière, c'était pas nécessairement un cas isolé. Là. C'était sur la majorité. Tous les voitures ont eu énormément de difficultés à disputer le premier virage. Il y a eu même un gars, comme on sait, le talent de Fernando Alonso, lui, il est parti en véritable tête à queue. Il n'a jamais réussi à compléter le premier tournant. Sa voiture a fait un 360 sur elle-même et a accroché d'autres voitures. Il y a eu plusieurs accrochages, il y a eu beaucoup de bris d'ailerons. On a été obligé d'aller faire des arrêts au puits après seulement un tour du côté de Perez. Donc à ce moment-là, c'est venu un peu changer l'ordre de la piste et contribuer à l'action qu'on a eu. Mais comme je vous dis, est-ce que c'est l'huile qu'il y avait sur la piste au départ? Est-ce que c'est un mix de ça avec les gommes aussi qui ont refroidi le temps qu'on s'arrête sur la ligne? On n'a pas réussi lors d'un tour de chauffe à monter les gommes suffisamment en température pour avoir de l'adhérence. Les freins étaient trop froids arrivés au premier virage. Donc je pense que c'est un mix de tout ça qui a causé ce départ-là. Si vous n'avez pas eu la chance de voir, il y a des photos là, qui sont disponibles un peu partout sur Internet. Là, vous voyez que la plupart des voitures sont carrément quittées la ligne dès le départ. On a eu toute la difficulté du monde à compléter ce premier virage-là. Par contre, beaucoup de gens d'entre vous pensaient que Max Verstappen méritait une pénalité pour ce qu'il a fait à Charles Leclerc. Du côté de Red Bull, on s'est interrogé, est-ce qu'on devait redonner la position au Monégasque? Du côté de Ferrari, on demandait à ce que Verstappen soit forcé par la FIA de redonner cette fameuse position-là, la position de tête qui est importante. On a un peu débattu de long de tout ça pendant qu'on avait une voiture de sécurité en piste. Ça a pris énormément de temps avant qu'on tranche la décision. Finalement, on a décidé de dire que Verstappen devait servir une pénalité de 5 secondes. On a décidé que c'était pas la bonne façon d'entreprendre le premier virage. Est-ce que je suis d'accord avec la décision? Peut-être, je m'aurais pas surpris qu'on la donne pas du fait que toutes les voitures ont eu énormément de difficultés à tourner, du fait qu'aussi qu'on a déjà sorti le règlement comme quoi on est plus à l'aise sur le livre de règlement lors d'un départ. À ce moment-là, souvent on va dire que c'est des incidents de course. Et quand on regarde aussi la vue à l'intérieur
l'intérieur de la voiture, ben, on voit que le triple champion du monde, le pilote néerlandais, a essayé de tourner. C'est pas comme s'il a voulu prendre plus large pour sortir son adversaire. On voit aussi que Leclerc a de la difficulté à compléter son tournant. Donc, si on n'avait pas donné la pénalité, est-ce que j'aurais été offusqué? Est-ce que j'aurais été surpris de la situation? Non, parce que je pense qu'il y avait une façon pour Red Bull de débattre la situation, justement en montrant en disant que, écoutez, nommez-moi, ça va être plus vite de nommer le nombre de voitures qui ont réussi à compléter un virage parfait au premier virage que de nommer ceux qui n'ont pas réussi à tourner comme Verstappen a fait. Mais on a tout de même donné la pénalité, puis de ce côté-là, j'étais heureux de voir la sanction parce que c'est venu un peu, sinon on aurait tombé encore dans le négativisme, là, tous les gens qui veulent dire oh, on donne pas de pénalité, oh, c'est arrangé, on sait, hein, on a ce genre de discours-là un peu farfelu qui revient à tous les semaines pour des raisons, les gens des fois ont certaines difficultés à comprendre le livre de règlement. Donc à ce moment-là, si on se tient au livre de règlement, ben on se disait qu'il y avait une interprétation à donner une pénalité, mais il y aurait aussi une interprétation à pas la donner. Mais je préférais qu'on la donne. C'est venu nous donner un meilleur spectacle. Ça l'a enlevé aussi ce côté négatif-là qu'on n'a pas entendu. Il y en a qui ça leur en prend pas beaucoup pour tomber sur cette cassette-là. Donc on n'avait pas besoin de rajouter ça. On voulait avoir un bon week-end à Vegas. On voulait avoir une bonne course. Donc le fait de pénaliser Verstappen, mais c'est venu rendre ça égal aussi. Ça leur a redonné la position de tête à Charles Leclerc. Lui, il a même réussi à compléter un dépassement en piste parce qu'au moment où on a donné la pénalité, Verstappen avait déjà gagné 2 secondes sur le monégasque. Donc à ce moment-là, on pensait que c'était peut-être même trop tard cette pénalité-là, qu'elle ne viendrait pas nécessairement lui donner un impact à sa course, mais ça lui en a donné une pareille parce que la Ferrari était très rapide. Je pense que même Max avait décollé un peu trop vite à la relance, magané un peu ses gommes. C'est lui qui a eu l'usure plus rapidement que la Ferrari. C'était la première fois de la saison qu'on voyait ça, la Red Bull qui passait à travers ses pneus avant la Ferrari. Donc, c'est venu donner un peu d'action quand que Charles Leclerc a repris cette position de tête-là. Et puis là, Verstappen, à ce moment-là, devait retourner en arrière, devait aussi faire un arrêt au puits. Puis après ça, il devait remonter le peloton. Donc, ça l'a placé un peu dans le trafic. Donc, c'est venu nous donner... il nous a donné un bon show. Encore une fois, Verstappen, il faut lui lever notre chapeau. Oui, il a une très, très bonne voiture, mais il trouve des moyens de gagner. Peu importe la situation sur laquelle il trouve, il est toujours il y a toujours un danger pour celui qui se retrouve en tête quand ce n'est pas lui. Donc, il faut toujours regarder dans ses rétroviseurs arrière parce que c'est jamais comme réglé de dire « Ah, il est trop loin, il ne reviendra pas. » Il ne lâche jamais. Il réussit à faire des meilleurs tour après tour et à être très compétitif. Donc, c'est ça qui a donné le spectacle de le revoir monter. Il y a aussi eu Perez qui a connu une course solide parce que lui, il avait profité de la voiture de sécurité au départ pour arrêter rapidement, mettre les gommes dures et après ça, il était très, 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 très rapide en piste. Il réussissait à monter constamment. C'est même lui à un moment donné qu'il devenait comme l'aspirant numéro 1 à gagner ce Grand Prix-là. Malheureusement, il a pris une mauvaise décision quand il s'est emparé de la tête devant Charles Leclerc. Je pense, j'ai de fortes raisons de croire qu'il a essayé un peu la stratégie que Sainz avait essayé à Singapour. Pour ceux qui s'en rappellent pas, eh bien, Sainz se retrouvait devant Norris et il avait les Mercedes qui s'emmenaient en arrière de façon, il était plus rapide que lui et l'aurait sûrement rejoint avant la fin de l'épreuve pour lui ravir la première place. Mais ce que Sainz avait fait, il avait usé de l'ingéniosité pour dire je vais me servir de Norris, donc je vais donner le DRS à Norris, je vais le garder dans l'intérieur de 1 seconde de distance pour que Norris ait le DRS pour se défendre contre les Mercedes et qu'il reste dans leurs jambes plus longtemps afin de gagner du temps et de m'assurer d'aller chercher la victoire. Je pense que Perez a peut-être essayé cette stratégie-là parce qu'il avait énormément de vitesse. Il a réussi à compléter le dépassement sur Charles Leclerc. Et il a gardé Charles Leclerc dans le DRS de question à repousser son coéquipier Verstappen, donc pour essayer de garder cette fameuse voiture-là qui sert de tampon entre les deux pour empêcher Verstappen de nécessairement être capable de rattraper Leclerc, lui qui pouvait utiliser le DRS avec Perez qui gardait la seconde de distance entre lui. Sauf que par exemple, ça peut paraître facile de faire ça, comme quand Sainz l'avait fait à Singapour, il y en a certains qui pensaient que c'était facile, mais de garder une voiture dans la bonne distance pour qu'elle puisse garder le DRS, mais sans devenir un danger pour nous, c'est un art de faire ça parce qu'il faut garder la voiture au moins au-dessus du 6 dixième. Donc, aussitôt que la voiture descend en bas du 6 dixième, elle devient un danger pour nous de nous dépasser. C'est ce que Perez n'a pas réussi à faire. Donc, il gardait Leclerc dans le DRS, mais Leclerc a descendu en bas de la barre du 6 dixième. Donc, à ce moment-là, il a pu compléter, venir surprendre Perez dans un virage et compléter le dépassement. Donc, à ce moment-là, ça l'a remis Perez en trouble. Il est devenu une proie facile pour Verstappen. Verstappen l'a passé. Verstappen a réussi à retourner
retourner chercher Leclerc et s'emparer à nouveau de la tête de l'épreuve. Et puis après ça, ben, il n'a plus jamais été en danger. Il a pu filer vers une 18e victoire cette saison. Il rejoint du même coup Sébastien Vettel au 3e rang de tous les temps de la Formule 1, donc âgé de seulement 26 ans. Verstappen compte maintenant le même nombre de victoires que l'ancien pilote Red Bull Sébastien Vettel. Donc maintenant, il est juste derrière Michael Schumacher ainsi que Lewis Hamilton dans l'histoire de la Formule 1. Donc Perez, à ce moment-là, il a perdu l'avance. Après ça, il devait se battre contre Charles Leclerc. Il faut aussi prendre en note que pour le week-end, Sergio Perez avait choisi un aileron plus grand. Donc, quand on a des circuits comme ça, normalement, ce qu'on veut, on parle, l'ennemi, c'est la traînée. Donc, on veut vraiment être capable de percer le vent de la façon plus facile parce qu'on n'a pas besoin de traîner ces gros ailerons-là qui nous donnent de l'appui en virage parce que on y va pour un compromis. On veut être le plus rapide possible dans les grandes lignes droites, aller chercher le plus de maximum de vitesse, le top speed, si vous me permettez. Donc, à ce moment-là, on veut aller chercher le plus grand top speed possible. Alors, on essaie d'utiliser les ailerons qui causent le moins de restrictions dans le vent. On y va avec des ailerons plus petits. Mais du côté de Perez, lui avait décidé d'avoir plus d'adhérence dans les virages, concéder un peu de vitesse en ligne droite, un peu de vitesse de pointe et être plus rapide dans les virages. Mais à ce moment-là, c'est venu un peu le pénaliser en fin de course. En début de course, ça semblait l'aider, il semblait très rapide. Mais quand les voitures sont devenues plus allèges, vous savez, plus que la course avance, moins qu'on a de carburant, les voitures deviennent plus légères. Mais à ce moment-là, on dirait que le fait que lui avait encore ce gros aileron-là, c'est venu vraiment lui donner une forme d'handicap. Donc, il avait moins de vitesse de pointe. Il semblait être moins en mesure de compétitionner avec Leclerc ainsi que Verstappen. Donc, quand je vous disais Verstappen lui filait vers la victoire, ben Leclerc, lui, était derrière Perez qui avait réussi à le redépasser. Mais à la toute fin, encore une fois, là, pour un deuxième Grand Prix d'enfilé, Sergio Perez a perdu cette deuxième place-là. Même si c'était une troisième la dernière fois, mais il a encore perdu une position dans les derniers tours, dans le dernier tour exactement. Leclerc a réussi à tenter un dépassement, un très beau dépassement, ce qui lui a valu cette deuxième place-là et des points très très précieux parce qu'on se bat avec Mercedes, donc Ferrari se rapproche vraiment de l'écurie Mercedes, donc on va avoir le dernier Grand Prix, on va avoir une compétition entre les deux écuries, ça va être intéressant de voir qui va être capable de terminer derrière Red Bull. C'est venu aussi aider Perez à conclure, à finalement solidifier et confirmer qu'il terminerait deuxième au championnat derrière Verstappen. Pour la première fois dans l'histoire de Red Bull, on a deux pilotes qui terminent 1-2 au championnat des pilotes, donc c'est intéressant pour l'écurie. Ce qu'on n'avait pas réussi à accomplir l'année passée, bien là on l'a réussi. Perez qui avait terminé troisième l'an dernier derrière justement Charles Leclerc, bien là il réussit à terminer deuxième. Ensuite Ocon, quatrième position, vraiment exceptionnel, une belle performance d'Alpine, vraiment une excellente performance de Esteban Ocon qui partait très loin, il a réussi à remonter le peloton, il a mené une très très bonne course. Même chose pour Lance Stroll qui termine cinquième. Encore là, très très bonne course. Il a réussi à faire plusieurs dépassements, dont au départ, on avait décidé d'y aller là. On a déjà reproché les stratégies du côté d'Aston Martin, du côté du garage au numéro 18, au pilote canadien Lance Stroll. Mais ça a été une très bonne stratégie. On avait décidé de s'élancer en gomme tendre, ce qui lui a permis d'avoir beaucoup d'adhérence au départ, d'aller chercher des positions. Il y a aussi eu le fameux espèce de pratiquement un carambolage au départ qui a ouvert la porte à Lance Stroll, mais il a saisi son opportunité. Il a fait une course pratiquement, on peut dire, sans faille. Lui qui avait commis l'erreur sur le double jaune lors de la séance de pratique 3. Donc, il a rattrapé ça une course dimanche. Un résultat, très très bon résultat pour Lance Stroll. Une très très bonne course. Cinquième. Donc, plusieurs l'avaient choisi même comme pilote de la journée avec mérite. Et vraiment, il méritait d'avoir cet honneur-là parce qu'il a vraiment connu un bon dimanche. Sainz, 6e, Hamilton, 7e, Russell, 8e. Russell, techniquement, avait terminé devant Stroll, avait terminé en bonne position, mais il a reçu une pénalité de 5 secondes pour un contact avec Verstappen. Verstappen qui avait plongé à l'intérieur pour compléter un dépassement, mais Russell avait fermé la porte, ne l'avait pas vu à l'intérieur. Russell, après la course, a été, dans ses commentaires directement à chaud, il a dit que c'était totalement de sa faute, il n'avait jamais vu Verstappen arriver à l'intérieur, donc il a pris le blâme. Il y en a certains d'entre vous qui se posaient la question pourquoi qu'on donne la pénalité à Russell, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, pourquoi on a décidé d'aller vers là, mais c'est que selon le livre de règlement, Verstappen avait le droit de plonger à l'intérieur comme il le fait, il avait sa place et on a jugé que Russell devait lui donner l'espace nécessaire. Donc, comme c'est lui qui a initié le contact en se rabattant sur la voiture du triple champion, ben à ce moment-là, on a décidé que c'est lui qui avait initié le contact, il n'avait pas laissé l'espace nécessaire à Verstappen pour compléter un passement. Quand on dit laisser l'espace nécessaire, là, il y a une différence. J'ai des gens des fois qui me disent ben là, il faut pour le laisser passer. Là, il y a une différence entre laisser passer une personne et lui fermer complètement l'espace. Donc, à ce moment-là, Russell n'avait pas à lui
le laisser passer, mais il fallait juste qu'il lui donne un espace suffisant. Donc, il ne devait pas initier le contact, ce qui a causé des dommages aux deux voitures. Donc, Verstappen, même avec un manque sur un aileron avant, mais il a réussi quand même à compléter la course et gagner. Là, ça a été... donc, ça fait partie de tout le brio de cette performance-là, de voir que malgré qu'il manquait même un morceau, un aileron, il est encore CRB19 et lui est encore le plus rapide. Donc, Russell, comme je vous disais, à cause de sa pénalité, il a terminé plus loin au classement, donc 8e, Alonso 9e, Piastri 10e. Très belle course de Piastri, il a réussi à remonter le pont, lui, resté en piste. Lui aussi, il n'a pas été chanceux, il s'est accroché avec Lewis Hamilton, ça a donné une crevaison à Hamilton, donc c'est venu un peu chambouler la course pour McLaren, pour Piastri, ainsi que pour Hamilton. Gasly 11e, lui a été bon long, mais il a perdu en puissance, il a eu des problèmes mécaniques avec sa voiture, donc il a dû compter beaucoup de positions dans les derniers tours. C'était malheureux pour lui car il avait eu un très très bon week-end. Albon 12e, ça n'a pas tenu pour les Williams, on avait un bon week-end, mais les pneus semblaient en de puissance à tous les tours, on perdait de la vitesse, donc c'est de valeur pour eux autres, c'est une opportunité ratée parce qu'on avait la chance de mettre des points au tableau, on était en très très bonne position après les qualifications. Donc 12e pour Albon, Magnussen 13e, Ricciardo 14e, Joe 15e, 16e pour Sargent, 17e pour Bottas, 18e pour Tsunoda et 19e pour Hülkenberg. Et Norris n'a pas terminé la course. Hülkenberg n'a pas terminé aussi, puis Tsunoda aussi n'a pas terminé. Donc, ils sont les trois pilotes qui n'ont pas complété l'épreuve. Pour Hamilton, comme on vous disait aussi, lui, ce qui a gêné à son Grand Prix, eh bien, c'est la crevaison qu'il a eue, mais il a tout de même réussi à terminer 7e. Pour l'ensemble, comme je vous dis, ça a été un très bon Grand Prix. On a eu un bon spectacle. On a hâte déjà à l'année prochaine. J'ai peut-être trouvé que le podium, le fait d'aller les promener autour des chutes, faire les entrevues, ça peut être un peu long, surtout à l'heure qu'on était rendu, mais quand même, ça fait partie du spectacle. Il faut concéder ça que Vegas reste une place de théâtre, une place de spectacle, une place d'entertainment. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre que ça vient un peu avec l'ADN de l'endroit qui tenait le Grand Prix lors du week-end. On a aussi vu les deux pilotes Red Bull qui ont emprunté leur plus beau costume d'Elvis, donc ça donnait des images à la hauteur de l'endroit, de voir Verstappen sur sa voiture à la fin avec l'uniforme blanc inspiré du costume légendaire du King qui a fait sa renommée, qui a même mis, on peut dire, Las Vegas sur la map à travers ses concerts. Il est vraiment devenu un emblème de l'endroit, donc c'était une bonne idée, un petit clin d'œil de la part de Red Bull de dire on va habiller nos pilotes en costume d'Elvis pour cette course spéciale-là. Mais pour l'ensemble, comme je vous dis, autant pour le spectacle en piste qu'à l'extérieur, je pense qu'il faut donner ce qui revient au circuit de Vegas et à Liberty Media, que leur vision, c'est très bien traduit. Ça nous a donné un bon week-end de course. Tout le monde semble avoir été heureux de ça. Donc, on peut dire que c'est mission accomplie pour les 2 jours sur les 3 journées qui nous étaient présentées. Maintenant, passons à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou adresse courriel f1podcast en un mot à commercial@gmail.com. La première question nous est arrivée par l'entremise de notre Messenger et nous provient de Spencer qui nous demande pourquoi Piastri a dû rentrer alors qu'il ne restait que 6 tours. Il était 4e et semblait ne pas perdre de temps sur 7 tours. Est-ce que c'est une erreur ou une mauvaise tactique de McLaren? Bien, très bonne question, Spencer. C'est pas tout le monde qui a compris la situation non plus. Ce qui est arrivé du côté de McLaren, non, on n'a pas fait d'erreur, mais on a peut-être opté pour une moins bonne stratégie. C'est à vous d'en juger. Eh bien, c'est que on voulait se conformer au règlement qui dit qu'on est obligé d'utiliser lors d'une épreuve qui se déroule dans le sec. Donc, s'il n'y a pas tombé de pluie, à ce moment-là, on oblige les pilotes à utiliser 2 types de gommes différentes. Donc, comme Piastri s'était élancé en gomme dure et il avait resté sur des gommes dures, donc à ce moment-là, il était dans l'obligation de changer de gomme au moins une fois lors de l'épreuve. Donc, il devait rentrer soit pour mettre la gomme tendre ou la gomme médium. S'il ne l'avait pas fait, eh bien, il aurait été disqualifié. Donc, il était forcé de le faire, mais je suis d'accord avec vous, c'était malheureux un peu, car il avait une très très bonne course, il était bien positionné, mais c'était la stratégie qu'on avait décidé du côté de McLaren, c'est de mettre les gommes dures et d'essayer d'aller le plus loin possible dans l'épreuve. On ne sait jamais, peut-être qu'on aurait pu avoir une voiture de sécurité dans les derniers tours et il aurait pu bénéficier d'un changement rapide qui coûte moins cher en temps lors qu'on a une voiture de sécurité en piste et que toutes les voitures sont obligées de réduire la vitesse. Donc c'est l'explication à votre question de pourquoi Piastri a été forcé de rentrer malgré qu'il ne restait que 6 tours à faire et que ses pneus semblaient toujours en bonne condition.
La deuxième question nous vient d'Edouard qui nous écrit « Félicitations et surtout merci pour votre podcast. Autant sur Spotify que Facebook, vous êtes devenu une vraie référence pour moi avec toutes les informations complémentaires que vous publiez lors des week-ends de course. » Eh bien, Edouard, merci beaucoup pour ces bons mots et surtout d'avoir pris le temps de nous envoyer votre commentaire. C'est toujours très apprécié. Votre question cette semaine est « Êtes-vous en mesure de me fournir un prix pour une Formule 1 actuelle? » Eh bien, je ne sais pas si vous avez l'intention de vous en procurer une ou d'en offrir une en cadeau à l'un de vos proches pendant le temps des fêtes, mais sachez que vous aurez un budget à préparer qui tourne aux alentours de 12 à 16 millions de dollars US. Même s'il n'existe pas de référence pour avoir le prix de chaque monoplace qui occupe la grille, suffit d'additionner les différentes composantes pour arriver à une telle déduction. La grande partie du budget est occupée par le groupe motopropulseur, donc la division électrique, ainsi que le moteur turbo compressé de 1,6 litres V6 qui est détaillé à 10,5 millions de dollars par unité. Un châssis est répertorié à 700 000 dollars et une boîte de vitesse, on parle de 400 000 dollars. Pour ce qui est du halo, le dispositif de sécurité, la barre en titane qui protège la tête des pilotes, on parle de 17 000 $. Et pour un ensemble de pneus de 2 700 $, on en a besoin de 13 lors des week-ends, donc on parle de 35 000 $. Maintenant que vous avez tous les montants, il suffit de passer à la banque, alors bon magasinage. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 20 novembre. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. D'ici là, faites sûr de nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de ne rien manquer de l'évolution et de l'actualité du sport le plus rapide au monde. Bonne semaine!